Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Clémentine Biano. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Nathalie, moi aussi j'ai l'immense plaisir d'être là ce soir. Alors, je vous reçois pour ce très beau roman qui est paru le 16 octobre dernier, qui s'appelle Un éclat rouge aux éditions Calman Lévy. C'était un peu après la rentrée littéraire, mais la rentrée littéraire de septembre. Donc voilà, il est là, je vous le montre bien, je le remontrerai à l'écran. Avant qu'on commence à discuter toutes les deux, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou directement sur la vidéo sur Facebook. Alors, vous n'allez pas déroger à la règle, Clémentine. Vous allez expliquer votre livre en 1 minute, comme ça tout le monde aura les clés. Ok, j'y vais. J'ai même préparé un petit texte pour être sûr de ne pas dépasser les 10 minutes. Je me suis chronométrée, normalement on est bon. Alors, Un éclat rouge, c'est un roman qui raconte l'histoire de Jean, dit Jeannot, un petit garçon de 9 ans qui vit dans une ferme du Vexin dans les années 50. Le livre commence par un drame, une tragédie, car Jeannot provoque un accident qui coûte la vie à son petit frère. Sa mère, qui veut le protéger des conséquences de son acte, lui ordonne de se taire et lui dit: «Tu ne dis rien, tu as compris rien». Une injonction qui va suivre Jeannot pendant toute l'histoire et à laquelle il obéit à la lettre, puisqu'à partir de ce jour, la parole le quitte et il communique avec le reste du monde grâce à une ardoise ou un carnet. Et Un éclat rouge raconte comment est-ce qu'il va essayer de réparer sa famille, essayer aussi de continuer d'être un enfant, ce qui n'est pas simple pour lui, jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre qui change tout. Charlotte, une petite Parisienne de son âge qui s'installe dans le village et qui, elle, a un sacré caractère et la langue bien pendue. Et ces deux enfants vont, d'une certaine façon, se sauver l'un l'autre et vivre une très belle histoire d'amitié. Alors, ce roman qu'on pourrait penser sombre, à mes yeux, il est tout sauf noir. C'est avant tout un récit de résilience, d'amour et d'amitié qui est guidé par un élan de vie très fort. Voilà, on doit être à 1 minute 12 si j'en crois mon Oui, mais c'est chronomètre. parfait. Non, mais c'est parfait. Vous avez été parfaite. Comme ça, tout le monde a la donne. Tout le monde sait de quoi on va parler. Moi, je voudrais savoir comment s'est imposée cette nécessité d'écrire. Est-ce que c'est une idée de longue date ou c'est un surgissement plus instinctif? C'était important de poser les choses rapidement et de publier. Alors, non, j'écris pas depuis que je sais parler, mais pas loin. J'ai toujours écrit ça. C'est mon mode d'expression privilégié. Quand j'ai un truc important à dire à quelqu'un, je préfère l'écrire plutôt que le dire. Et après, on peut en parler. Et donc, j'ai toujours écrit et j'ai toujours adoré écrire des histoires, enfin, qu'on m'en raconte et en lire et en inventer. J'ai jamais été vraiment J'ai tenu un journal pendant des années, mais j'ai jamais pensé à en faire un matériel pour une quelconque publication ensuite. Et quand j'étais petite, quand on me demandait ce que je voulais faire quand je serais grande, je disais je voudrais être écrivain. À l'époque, on disait pas encore écrivaine, mais ça me paraissait un rêve impossible. Pourquoi Depuis, impossible? Pourquoi impossible? ça me semblait inatteignable parce que voilà, je me disais, quand je lisais des livres, je me disais, mais moi, j'arriverai jamais à écrire une histoire en entier. J'arriverais pas à avoir toutes ces idées, alors que ma famille passait son temps à me dire, ah là, t'as beaucoup d'imagination quand même, mais c'était plutôt un défaut qu'une qualité. Effectivement, mon imagination est assez fertile sur beaucoup de sujets. Et, hum, et à partir je dirais de mes 20 ans, je me suis dit, j'ai commencé à écrire de manière un peu plus sérieuse en me disant peut-être que je pourrais en faire quelque chose, tous les gens qui se sont un jour frottés à l'écriture savent toutes les, les méchancetés qu'on peut se dire quand on est voilà, quand on est face à son histoire, face à ses idées. On a toujours, enfin, et c'est très difficile. Moi, j'ai eu pendant longtemps beaucoup de mal à aller au bout. J'ai quand même réussi à terminer 2 romans euh, qui sont d'assez mauvaise qualité quand je les relis aujourd'hui. Mais je pense que c'était bien que je les... Voilà, c'était une sorte de dégraissage et qui m'a amené jusqu'à Un éclat rouge que j'ai écrit. Alors cette histoire, oui, elle avait besoin de sortir. Elle était là, elle tournait depuis un moment dans ma tête. Ça faisait 3 ans, je pense, que je l'avais en tête, que je posais des petits bouts quand j'avais le temps dans ma vie, quand j'arrivais à trouver des petits bouts de temps dans ma vie professionnelle et familiale. Et c'était pas facile de trouver ces petits bouts de temps. Et puis il y a 1 an et demi maintenant.
Je me suis dit, non, mais en fait, je suis devenue freelance il y a quelques années, enfin il y a 10 ans maintenant, en me disant comme ça, j'aurai le temps d'écrire pour moi, j'aurai le temps d'écrire pour moi et de faire prendre des parenthèses d'écriture, ce que je n'avais jamais fait. Je me suis dit, maintenant, ça suffit. Cette histoire, tu y penses tout le temps, tu l'écris dans ta tête en permanence et tu n'arrives pas à prendre le temps d'écrire, tu pars. Et donc, je suis partie un mois l'écrire. Et tout est sorti d'un coup parce que ça avait eu le temps de mûrir avant. Donc cette histoire, enfin l'écriture a toujours été là, mais cette histoire, elle s'est imposée à moi et je n'ai pas une seconde pensé au fait que je serais peut-être publiée en l'écrivant. Il fallait juste qu'elle sorte. J'avais pas d'objectif de publication. Et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai pu l'écrire de manière Sans pression. authentique, sans Oui. pression et sans me dire ah, est-ce qu'on va aimer, est-ce que voilà, parce que juste voilà, c'était une histoire qui méritait d'être racontée à mes yeux le fait qu'une maison d'édition ensuite m'ait dit bah, qu'ils aimeraient beaucoup la publier, ça a été un immense cadeau comme tout ce qui suit depuis puisque Alors, avant qu'on vous dise qu'on veut la publier, qui est la personne responsable? Est-ce que c'est vous ou c'est une tierce personne qui vous a dit il faut que tu l'envoies? D'ailleurs, est-ce qu'elle a été envoyée par la poste? Comment vous avez fait pour joindre une maison d'édition? alors non, c'est moi qui l'ai envoyé par mail et uniquement à Kalman Levy, qui est donc bah, mon Ah, donc vous aviez éditeur. ciblé, d'accord. Voilà, mais parce qu'en fait, j'avais déjà eu des échanges avec eux bah, sur un roman que j'avais écrit, un des romans que j'avais terminé il y a 3 ans maintenant, je crois. Et eux m'avaient dit non, celui-là, ça va pas marcher pour plein de raisons qui étaient tout à fait justifiées, mais si jamais vous faites d'autres choses, tenez-nous au courant. Donc, j'avais gardé le mail bah, de celle qui est devenue mon éditrice. Et quand j'ai eu terminé Un éclat rouge, qui s'appelait pas encore Un éclat rouge à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, elle m'a dit de la tenir au courant, j'ai fini ça. Je serais curieuse d'avoir un avis professionnel pour me dire si, bon, bah, c'est bon, j'ai écrit ce roman qui me trottait dans la tête, mais maintenant, c'est peut-être bien que je retourne faire du jardinage ou autre chose. Et bon, bah, la réponse il est arrivée 15 jours après pour me dire qu'ils aimaient beaucoup le livre et qu'ils avaient envie de le publier. Donc, j'avoue que j'étais dans cette pièce d'ailleurs quand j'ai reçu cet appel et j'ai dû m'asseoir pour dire pardon parce que je m'attendais pas du tout à ce retour-là. Je m'attendais plus à oui, bah il y a ça qui est pas mal, mais ça qu'il faudrait retravailler. Donc, et je l'avais fait lire à très peu de gens. Enfin, il y avait 2 personnes qui avaient lu le manuscrit en fait avant que je l'envoie. Donc, j'y allais sans pression là encore. Ah, ça, c'est bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez raconter les histoires, Clémentine. Là, il y a aucun doute là-dessus. Moi, je ne savais pas ce que j'allais lire. J'ai pas lu la quatrième de couve, parce que je lis jamais les quatrièmes de couve, donc j'ai ouvert. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que ce livre, il commence par une scène qui frappe, qui marque. Comme une porte qu'on pousse sans savoir ce qui va nous attendre derrière, en gros. C'est un peu ça. Et comment cette première image s'est imposée à vous? Cette image-là, l'amorce. Parce que c'est quand même un truc, l'amorce, elle est sublime. Il faut dire ce qui est. Ah, C'est-à-dire c'est gentil. on a le truc dans la tête et on se dit, ouh la vache, est-ce que ça va être comme ça tout le bouquin? C'est quand même très fort. Oui, c'est vrai on est mis dans le bain direct. Alors, pour la petite histoire, c'était pas ma première amorce. Sur la première version du manuscrit, la toute première, c'était pas celle-là. C'était une autre scène, c'était celle de l'accident. Et en fait, là, j'étais partie au moment quand je suis partie travailler sur le livre pendant un mois, j'ai commencé par une retraite d'écriture encadrée avec d'autres participantes. Et en fait, on devait le premier jour chacun, enfin, d'ailleurs, il n'y avait que des filles, donc chacune, lire un passage. Et donc, j'ai lu ce qui est devenu l'amorce. Et donc, à ce moment-là, j'avais 20 pages de mon manuscrit. Et tout le monde me dit, ah, mais c'est le début de ton livre, parce que c'est hyper intriguant, enfin, c'est assez fort. Je dis, bah non, non, c'est la deuxième ou troisième scène. Et en fait, 3 personnes m'ont dit, ah bah franchement, ça marcherait super bien en scène de début. Ça a fait son chemin. J'ai pas touché tout de suite, mais quand j'ai terminé mon premier jet, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais essayer de mettre cette scène qui ouvrait le livre à la fin, et puis donc de commencer par ça. Et je me suis dit, ah bah oui, effectivement, ça marche très bien, parce qu'en fait, on comprend ce qui se passe, sans tout comprendre, mais on comprend quand même l'essentiel. Et en plus, enfin, voilà, ça m'a donné un fil narratif beaucoup plus puissant, parce que bah, ensuite, il y a un moment dans le livre, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait? Des phrases Voilà. courtes que vous nous Mm, assénez, des phrases courtes qui sont chocs. mm. Et on se prend ça, on se dit, oulala, franchement. Mais vous avez fait un parti pris. Et là, je me suis dit, mais quelle folie. Vous, tout de suite.
le nom du responsable de l'accident. Alors pourquoi c'est pas... Mais ce qui est bien, parce que on a la donne, mais on ne sait pas le pourquoi du comment en fait. Après, ça va se dérouler. Et même au milieu, on a un doute, on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment lui? Donc c'est là que vous êtes forte. Vous avez bien raconté les histoires parce que vous nous amenez un peu. Alors, pourquoi prendre ce parti pris direct de donner, bah, pas la solution, mais de dire qui est responsable? Parce qu'en fait, pour moi, l'enjeu dans cette histoire, c'était pas de savoir qui avait causé ce drame. Je voulais pas écrire un polar, je voulais pas écrire une histoire à suspense. J'adore les polars et les histoires à suspense, mais c'était pas ça que j'avais envie d'écrire. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était d'explorer le cheminement. On a justement, en fait, vous parlez de phrases courtes, ça percute dans tous les sens du terme, effectivement, et ça, c'était enfin, je ne l'ai pas pensé en l'écrivant, mais je pense que l'émotion que je ressentais en écrivant, c'était ça, c'était fou, voilà, on prend tout dans la figure et donc ça va vite, c'est court, c'est choquant dans la manière de poser les mots. Mais parce que moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est pas euh, comment ça s'est passé, qui l'a fait, c'est comment est-ce qu'on se reconstruit, enfin comment est-ce qu'on continue en fait après avoir pris ça dans la figure. C'est ça, la vraie histoire pour moi, elle est là, c'est qu'est-ce qui se passe après. Et donc, bah oui, on sait tout de suite que c'est ce petit garçon qui a provoqué ce drame. Et donc, on se dit, voilà, bah, pauvre petit bonhomme. Enfin, moi, la question que je me suis posée en tant qu'autrice, c'est, bah, mon pauvre petit bonhomme, il a 9 ans au début de l'histoire. Comment tu vas t'en sortir là? Parce que c'est dur ce qui vient de t'arriver. T'as pas fait exprès. Et comment tu vas faire? Et c'est cette question-là, moi, à laquelle j'ai envie de répondre, plus que qui a fait. Oui, 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 mais on comprend très Beaucoup, bien que c'est un prétexte. je trouvais ça Que c'est- beaucoup plus riche, finalement, à explorer en termes d'émotion, de narration, euh, et voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Effectivement, alors oui, c'est vrai que je me suis même pas posé la question en écrivant. Mais peut-être que c'était culotté de le faire parce que ça enlève quelque part un Oui. ressort. Ça enlève un ressort, mais je trouvais qu'il y avait des ressorts plus délicats à aller Ah oui, mais il y en chercher. a. Après, il y a le choix de la première personne, parce qu'on était la Ouais. première personne d'un enfant de 9 ans. Donc déjà, il faut se mettre à hauteur d'enfant. Et troisième difficulté, on est dans les années 50, les années que nous n'avons pas connues toutes les deux. Donc, Non. pourquoi alors, un petit village, bon, ça encore à la limite, reculé, super, mais les années 50, parce qu'on commence, on est en août 57 et on finit en août 58. Donc, ça, il y a Oui. eu l'épilogue en 50. Pourquoi les années... Ça vous fascine, les années 50? Alors, c'est une période que, oui, à laquelle je suis assez attachée sans les avoir connus. Mes deux parents sont nés dans les années 50. Et donc, moi, dans leurs souvenirs d'enfance qu'ils ont pu nous partager, il y a quelque chose qui résonne comme une période très heureuse. Et puis, bah, alors après, c'est peut-être les cours d'histoire pendant ma scolarité qui m'ont aussi nourri de ça. Mais j'ai l'impression que dans les années 50, globalement, ça allait pas trop mal. La Seconde Guerre mondiale n'était pas si loin. Il y avait plein de naissances. On était en croissance économique. Enfin, voilà, il y avait eu plein de progrès, malheureusement, industriels, agricoles, etc., qui étaient résultats de la guerre, mais qui créaient une dynamique positive. Donc, c'est une décennie que moi j'ai toujours trouvée intéressante. J'ai toujours beaucoup aimé les films des années 50 je regardais beaucoup quand j'étais adolescente. Mais j'ai pas choisi cette décennie-là pour ces raisons-là. En fait, l'histoire, le décor de mon histoire, il s'est enfin l'époque de mon histoire s'est imposée à moi parce que c'était pas l'histoire que je voulais raconter au début. Alors peut-être que je peux en toucher un mot si Oui, ça vous mais va. c'est là où je voulais en venir, vous voyez. Voilà, c'est qu'en fait, cette histoire, au départ, je n'avais pas du tout prévu d'écrire cette histoire. Je travaillais depuis déjà depuis un an, je pense, sur l'histoire d'un homme d'une bonne soixantaine d'années dans les années 90. Enfin, vous voyez, 50, 60 ans, je suis nulle en maths, mais bon, en gros, qui se passait dans les années 90 avec un homme qui était un personnage odieux, violent, alcoolique, battant sa femme, enfin, battant sa fille, ayant peut-être tué sa femme, on ne savait pas trop, mais enfin, en tout cas, vraiment un personnage hautement antipathique, et que en faisant lire quelques passages à un ami qui écrit lui aussi, il m'a dit, c'est bien, hein, ton personnage, il est costaud, mais il est trop méchant. Enfin, il faut qu'on comprenne ce qui l'a rendu si méchant. Et donc, j'ai réfléchi en me disant, ouais, il a raison, il faut qu'on ait un minimum d'empathie avec lui quand même pour pouvoir s'accrocher, rentrer dans son histoire. Et donc, j'ai cherché quel traumatisme pouvait foutre en l'air une vie pour en arriver à cet état, à cette horrible personne dans les années 90. Et donc, ça m'a amené, je me suis dit, ah bah,
tuer son petit frère sans faire exprès, ça peut. Pardon, c'est pas drôle, mais Bah oui. non, mais si on peut, enfin, évidemment, mais la réflexion, oui, il y a une ironie là-dedans, c'est que c'est comme ça que j'en suis arrivée à cette histoire d'accident, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais qui si vous a donné l'idée d'écrire là-dessus? C'est quand même bizarre comme sujet. Et donc, en fait, je cherchais ce qui pouvait vraiment bousiller une vie, qu'on n'en meure pas, mais que derrière, ce soit vraiment difficile. Voilà, que ce soit vraiment difficile de se reconstruire après quelque chose. Et donc, j'ai écrit la scène de l'accident, qui était censée être un flashback dans une histoire qui se passait dans les années 90. Sauf qu'en fait, une fois que j'ai écrit cette lettre, cette scène, je me suis dit, bah ouais, mais attends, bah, déjà, ils disent quoi les parents quand ils rentrent? Et puis, bah, forcément, il va falloir appeler la police. Il y a un enfant qui est mort. On disparaît pas du jour au lendemain, même dans les années 50, comme ça, pouf. Et puis, bah, et le reste du village, parce qu'on est à la campagne et tout se sait dans des petits villages. Et donc, j'ai continué. En fait, je me suis dit, bon, bah, le flashback va être un peu plus long. Donc, j'ai continué de tirer le fil. Et puis, en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, la vraie histoire, elle n'est pas dans les années 90 avec le vieux monsieur alcoolique, pas sympa du tout. Elle est là avec ce petit garçon qui est dans un pétrin pas possible, dans une famille qui a pris des décisions pas très, probablement pas les meilleures face à ce qui se passait, mais bon, ils ont fait de leur mieux. Et en fait, je me suis dit, mais le vrai fil à tirer, il est là. Et à partir du moment où je me suis dit ça a répondu à beaucoup d'autres questions que je me posais sur la narration de mon histoire, le jeu, le présent, le pas présent, parce que j'avais commencé aussi à écrire au passé. Voilà, c'était au passé. Et donc, ça mettait beaucoup de distance avec les émotions. Et en fait, à un moment, je me suis dit, attends, j'essaye au jeu. Et là, je dis, ah bah, oui, en fait, cette Quoi, histoire, ça tient à rien, un roman, hein, bah finalement. ouais, en fait, ça tient à. Bien Enfin, que vous le racontiez, parce que finalement, c'était une scène secondaire censée expliquer le oui. caractère d'une personne qui finalement devient le véritable roman, quoi. Voilà la vraie histoire et qui a donné. Et en fait, j'ai fait la rencontre de ce petit garçon. Et plus j'avançais dans l'histoire, et plus je me disais, mais je m'éloignais de ce vieux, enfin de ce personnage plus âgé qui était donc très antipathique, en me disant, mais non, ce petit garçon, il est trop droit, il est trop loyal, il a des valeurs, ça va pas être possible qu'il devienne, enfin. Méchant, quoi. Quoi, méchant. Oui, méchant, non mais c'est ça, ça peut pas être ça, la résolution de ce drame. J'ai pas envie que ça, enfin, j'avais de moins en moins envie que ça aille dans cette direction-là. C'est bien Donc, fait, en fait, finalement, de changer. oui, je suis très contente On d'avoir voit le changé. destin du livre qui a été pris par les libraires et qui est monté et que voilà. Donc on se dit que c'est top. Mais d'ailleurs, moi je vais revenir là-dessus. Donc vous avez fait la rencontre avec ce petit garçon, avec Jean. Mais moi j'ai envie de dire que dans ce livre, c'est vous portez pas seulement une histoire, vous portez une voix, la Oui, voix de Jean. Et oui, cette voix, elle est hyper importante. Cette voix qui va perdre, en fait, qui va devenir une voix extérieure, qui va devenir une voix intérieure. Parce que suite, donc justement, sans trop dévoiler, ben, voilà, ses parents vont voir que donc, ils ont perdu un fils, le plus petit qui avait 3 ans, et le Jean, ben, lui, il va se... il devient pas muet, en fait, il va être mutique. oui, Voilà, il oui, se renferme, il n'y il arrive perd plus. la parole, il n'arrive plus à parler. Après le choc, voilà, c'est ça. Voilà, il utilise des images, il réussit juste à avouer à sa mère que c'est lui qui est responsable. Et après, c'est terminé. Il ne prononce plus un mot puisqu'il n'y arrive plus. En fait, parce qu'il a, bah déjà sa mère lui a dit tu dis rien, donc il a très peur de dire, de trahir le secret qu'on lui a demandé de respecter. Donc il veut pas trahir ses parents, voilà, avec un mot qu'il ne devrait pas dire. Et puis il a aussi peur de ce que les mots, voilà, que les mots l'emportent vers des émotions peut-être plus souriantes. Et en fait, il a très peur de trahir la mémoire de son petit frère. Voilà, il est aussi dans un processus il est complètement effaré par ce qu'il a commis et il sait plus ce qu'il a le droit de faire ou pas. Et donc parler fait partie des choses où il se dit, bon, vaut peut-être mieux pas que je parle, comme ça je risque pas de rire sans faire exprès. Parce qu'il sait plus s'il a le droit ou pas après ce qui vient de se passer. On va rappeler une chose importante, c'est une fiction. Ce n'est en Tout aucun à cas fait. autobiographique, ni d'après une histoire vraie, parce qu'on Non, ça pourrait, hein. D'ailleurs, j'imagine que vous avez dû rencontrer des gens qui vont dire, ah ben oui, j'ai connu ça. Ah, j'ai été effarée, moi, par le nombre de gens qui sont venus au fil des rencontres me dire, votre livre m'a beaucoup touchée parce que c'est arrivé dans mon village, c'est arrivé dans ma famille, c'est arrivé à un cousin. Voilà, donc, mais non, c'est complètement fictionnel en ce qui me concerne. Ce n'est pas arrivé dans ma famille. Après, je pense que bah, ce sont des accidents
qui sont dans cette espèce d'inconscient collectif parce que ça arrive. Et là, ça arrive. Alors, il y a des personnages dits secondaires dans votre livre qui ne sont pas si secondaires que ça. Parce qu'il y a la grand-mère de Jean. Oui, Alors, il y a les secondaires, mais elle a un rôle très important, puisqu'à un moment, il va être confié à sa grand-mère, puisque oui. le père est très en colère et il ne veut quasiment pas le voir, mais il a du mal. Hein. Mm, Donc, sa mère oui, le protège. Finalement, sa mère, qui est dans un chagrin, mais, parce que perdre un enfant, c'est terrible, mais le protège. En fait, lui fait une oui, bulle et le confie donc à la grand-mère. Il y a aussi le gendarme. Le gendarme ouais. qui est un personnage secondaire, mais qui lui a tout compris et qui laisse. Alors, est-ce que c'est les années 50 qui fait que il veut aussi protéger une famille? On ne sait pas trop. Bon, en tout cas, il est très important. Il y Mm. a, vous faites aussi des personnages, le carnet, un petit carnet qui, pour moi, est un personnage, puisque Oui, c'est vrai. Jean, pour communiquer, il a un petit carnet, Oui, finalement. c'est Et vrai. puis, cette voiture rouge, quand même, c'est aussi un personnage. Parce qu'on Oui. dit, elle est là au début. Alors, on l'a au début, on sait que c'est une voiture rouge, parce qu'ils sont agriculteurs, mais ils ont un peu d'argent, ils ont bien réussi, ils ont une grosse exploitation. Mm, Donc, ils ont la seule voiture rouge du village. Mais moi, pour moi, c'est un personnage. mm, Et surtout, il y a Charlotte qui arrive. Charlotte, oui. c'est la... Alors, parce que votre livre, on a l'impression que c'est sombre, mais il est hyper lumineux, parce que c'est une très belle histoire d'amitié, quelque part, puisque Charlotte, elle arrive dans le village avec son père qui est psy, et elle, tout de suite, elle comprend. On a l'impression qu'elle rentre dans la tête de Jean et elle comprend Mm. tout. En tout cas, elle comprend que Jean, s'il parle pas, c'est qu'il préfère pas parler. Donc, elle le bouscule pas là-dessus. Et elle le prend comme il est. Elle le prend comme il est et elle le prend comme... elle a envie de découvrir plein de trucs. C'est une enfant extrêmement curieuse, extrêmement... qui vient de la ville et qui est ravie d'aller se rouler dans la gadoue parce que pour elle, c'est de la liberté, enfin, d'être dans cet endroit. Et en fait, la relation qu'il tisse avec Jeannot, elle se nourrit aussi de ce qui s'apporte mutuellement. Jeannot, il est un peu impressionné par elle, parce que bon, quand même, elle est bien coiffée, bien habillée, elle parle bien, elle est bien éduquée. Enfin, non pas que lui soit pas éduqué, mais elle a un vernis citadin qui l'impressionne. Et à l'inverse, Charlotte, elle trouve que Jeannot, bah, il est hyper fort pour pêcher les écrevisses. Il sait reconnaître le chant de tous les oiseaux qu'ils entendent dans les bois. Il sait construire des cabanes. Enfin, voilà. Et donc, il y a quelque chose de très complémentaire qui s'installe entre eux et où finalement, Charlotte, elle parle, mais ils se comprennent sans que Jeannot ait besoin de parler. Et lui, ça lui fait beaucoup de bien parce que elle le libère aussi de quelque chose parce qu'en fait, Charlotte, dans ce village qui est donc petit, c'est une toute petite communauté, il y a une centaine d'habitants, enfin voilà, c'est un petit trou de campagne. Bah, tout le monde connaissait Jeannot avant. Et Charlotte, c'est la seule personne qui, bah, enfin, que Jeannot rencontre après. Et avec lui, avec elle, il peut se permettre d'essayer de se réinventer d'une certaine façon et de redevenir un enfant qui peut plus être celui qu'il était avant, c'est pas possible après ce qu'il a vécu, mais il peut quand même être un enfant avec elle et ça lui fait énormément de bien d'une certaine façon. Et donc oui, il y a une, voilà, Charlotte, moi j'aurais adoré la rencontrer quand j'ai fait l'âge de Jeannot. Elle a des chaussures vernis rouges aussi. Oui, Ah, qui jouent qui sont un ressort parce qu'on se rend compte que Charlotte aussi, elle a deux, trois valises pas très oui. simples derrière elle. Et il y a Ils vont notamment s'aider. Ils vont s'aider finalement. Quelque Oui, part, ils vont se ouais. comprendre. Sans se parler, ils vont se comprendre. Quoi, si, ils communiquent un peu avec le carnet, mais ils vont quand même se comprendre. Ils arrivent à se comprendre avec Une vraiment un minimum connexion de... Ouais, invisible qui est dingue. Parce que ouais. dans ce roman, vous traitez aussi du mensonge, des non parce qu'on lui demande de mentir, la culpabilité qu'il porte, parce qu'il se demande plein de choses. Un truc tout bête, il s'est dit, mais il se demande aussi ce que fait son petit frère, parce que bon, on l'a enterré, mais lui, on l'a mis un peu à l'écart, il y a un peu le boulet, le petit canard noir, quoi, qui a tué. Lui, il Mm. sait qu'il l'a tué, mais les autres ne le savent pas, ses parents, oui. Il y a plein de choses. Il y a la résilience, il y a toutes les relations de famille. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que vous auriez pu prendre l'inverse, c'est-à-dire que c'est la mère qui rejette, quoi, qui soit en colère, et le père, est-ce que ça aurait pu s'inverser ou c'était plus simple pour vous parce que ça aurait eu encore une autre profondeur si ça avait été le Oui, père qui prenne. Est-ce que ça protège. aurait pu être ça? Ça aurait pu. Ça aurait pu. Et là, je pense que ce sont là mes propres L'instinct de maman qui a ouais, pas. je pense que c'est mon instinct parce que j'ai trois enfants et je pense que c'est voilà mon instinct de maman. Ça aurait pu être un instinct de papa. Hein. Je pense qu'un homme aurait pu écrire cette histoire et peut-être avoir le réflexe inverse. Euh, mais voilà, je trouvais en fait ça intéressant que la maman et la grand-mère forment justement cette espèce de bulle protectrice autour de Jeannot. Et alors
je sais pas, je pense, je me suis aussi dit, parce que j'ai beaucoup travaillé le personnage du père. Ça a été un de ceux que j'ai travaillé vraiment jusqu'au bout du Ouais. bout du bout Il est pour au cordeau, hein. affiner. Il est au cordeau, Ouais, le c'était pas père. facile parce que le père, il y avait dans des versions que j'avais écrites, il y avait des moments où en fait il transgressait des lignes où il y avait plus de retour possible pour réparer sa relation avec son fils. Il y avait de la violence physique, il y Ah avait oui. des... Et en fait, je me suis dit, non, je peux pas aller jusque-là parce que sinon, c'est fini. Enfin, la relation, elle sera cassée et ils pourront jamais réparer ça. Ils pourront jamais se retrouver. Et, Puis on et du l'attend trop. Quelque part, on l'attend trop. Nous, oui, les et puis parents, on l'attend. c'est... voilà. On se dit qu'à un Ouais. moment, il va péter un plomb et qu'il va coller une torgnole à son fils. Et puis c'est les années 50 et qu'en plus, on était un Voilà. petit peu moins regardant sur les fessées et les baffes à cette époque-là. Ouais. Et non, justement, je ne voulais pas qu'il franchisse cette ligne rouge, mais ça a été, voilà, ça a été vraiment un travail au millimètre. Et comme il y avait cette idée de violence quand même qui était là, c'était plus naturel pour moi, à part stéréotype, hein, de la placer chez le père plutôt que chez la femme, qui, je crois, enfin en tout cas, c'était mon instinct de mère qui m'a guidée dans cette histoire, qui malgré tout, malgré le fait qu'elle ait perdu un enfant et que son autre enfant soit responsable de cette perte, donc c'est épouvantable, mais il lui reste quand même un fils. Et bah, malgré tout, elle, ce qui va l'emporter, c'est justement cet instinct de vie de se dire, bah, il Alors, m'en reste un. je vais rebondir parce que page 82, moi, il y a une phrase qui m'a marquée. Vous avez écrit: En perdant un frère, j'ai gagné une mère, mais tout est de travers. Mm. C'est terrible cette phrase. Oui. Bah oui, parce que effectivement, c'est un constat que fait Jeannot en se disant que bah, sa mère s'occupe beaucoup plus est beaucoup plus présente qu'avant pour s'occuper de lui, parce que sa mère aussi, on la sent, enfin, c'est lui qui raconte, mais on sent qu'elle est travaillée par la culpabilité de, parce que cet accident, il est arrivé à un moment où les parents n'étaient pas là, ils étaient sortis parce que voilà, là encore, années 50, la campagne, on vit en liberté, les garçons, ils pouvaient courir dans les champs toute la journée, personne ne se souciait de savoir où ils étaient. Et que je pense qu'on sent qu'il y a ce cheminement chez la mère, vu par les yeux de son fils, donc de manière, voilà, on le devine. Et donc que la mère culpabilise et est là. Elle est beaucoup plus là, elle est là tous les jours quand il rentre de l'école, voilà. Et donc Jeannot se réjouit d'avoir plus de temps avec sa mère, mais qu'en même temps, bah, à quel prix a-t-il plus sa mère avec lui et que donc il est bien conscient que cette situation n'est pas saine, n'est pas normale. Et c'est un petit garçon qui a beaucoup de lucidité quand même. Enfin, il a son âge, donc il pose un Ouais. regard d'enfant sur ce qui l'entoure, mais avec quand même une. Et ce deuil fait qu'il a un recul d'adulte, en fait. Mm, il est C'est obligé. dingue. Ouais, ouais. Puis il y Et, a le silence. Le silence qui a quand même... qui est aussi peut-être un personnage, on a envie de dire, parce que ouais. il le sauve, parfois il est là, Mm. voilà. Et alors justement, un des aspects de votre livre, c'est la profondeur psychologique des personnages. Comment se construit une voix intérieure, une subjectivité qui n'est pas forcément la vôtre? Pas du tout. Est-ce que vous avez puisé dans des expériences personnelles, dans des lectures, dans l'observation du réel, comment vous avez fait pour faire Euh, la voix intérieure? je dirais un peu de tout ça. Je dirais un peu de tout ça, parce que c'est pas ça. Effectivement, ça a été quand je suis passée au jeu et que je me suis dit, ok, bon, bah là, je me mets au présent. Parce qu'il y a déjà eu l'étape du jeu, ensuite l'étape du présent. C'était pas facile pour moi. Et en fait, j'ai essayé d'écouter la voix, vraiment, enfin, vraiment au sens propre, de d'écouter dans ma tête et de me dire, de l'entendre me parler, de me dire, est-ce que ces mots sonnent juste dans la bouche d'un enfant de 9 ans? Je pense que j'ai épongé. Bah, mes grands-parents avaient une ferme à la campagne quand j'étais enfant, donc j'ai quand même baigné dans un. Voilà, c'était plus les années 50 quand j'étais enfant, mais il y avait encore des ouvriers agricoles dans la ferme. Il y avait des gens qui venaient aider, les jours on était très nombreux et où j'entendais se parler de la campagne, donc que je pense que j'ai enregistré quelque part et qui est revenu à ce moment-là. Et après, c'est dans le travail d'écriture c'est parfois qui était un peu frustrant parce que, bah, en plus, quand on écrit un roman, on a envie de montrer qu'on sait bien écrire. Mais à 9 ans, il y a des mots qu'on ne connaît pas, des belles phrases qu'on ne peut pas penser ou encore moins dire parce que bah, on n'a que 9 ans et que on a une manière de construire une pensée qui est élaborée, mais pas trop non plus. J'ai beaucoup observé mes enfants, en fait. La manière dont ils parlaient et dont eux me racontaient leur réalité en me disant, ah oui, moi, si je pose mon regard d'adulte et si j'essaie de me mettre à leur place, ça va pas être juste parce que je vais y rajouter forcément des choses qui n'ont pas leur place. Mais si je les écoute, là, j'entends, ça se raccroche à cette petite voix que j'ai dans la tête. Donc, et puis après, j'ai énormément lu. Enfin, je suis une lectrice boulimique depuis toujours, donc je pense que malgré moi, là encore, enfin, sans me rendre compte, j'ai épongé
plein de manières de parler, de tournures de phrases, etc. Et que tout ça m'a aidé. Si, il y a un livre quand même que j'ai lu pendant la phase d'écriture qui est L'Enragé de Sorche Chalandon, qui raconte, alors c'est à la première personne, c'est un enfant un peu plus âgé que mon héros, mais qui a une voix ouah, d'une puissance très, très forte. Je viens de sortir au livre de poche. D'ailleurs, c'était le conseil de lecture d'hier de Bah, elle qui était là et qui a donné ce titre-là. il fait partie des livres que moi j'ai conseillé à tout le monde depuis que je l'ai lu parce que j'ai découvert Serge Chalandon avec ce livre. Je me suis pris une énorme claque et depuis, voilà, j'en lis autant régulièrement. Et j'ai pensé à cette voix aussi. Alors j'avais déjà terminé, j'étais en train de retravailler la version en prévision de la publication, mais elle m'a aussi aidée pour les finitions, on va dire, parce que voilà, j'ai trouvé que c'était d'une justesse assez phénoménale. Voilà. Alors, dans votre écriture, il y a quand même une tension entre l'intime et l'universel. Ça, c'est indéniable. Il y a des grands élans romanesques, hein. Ça, il faut pas, voilà, il faut Ouais. quand même jouer ça dans votre roman. Comment on navigue entre ces deux pôles? Comment on trouve l'équilibre entre la confession et la fiction? Parce qu'il y a quand même la confession de gens d'un côté et de l'autre, la fiction. Comment on arrive à être à l'équilibre, trouver le bon équilibre? Ah bah, je sais pas. En tout cas, vous Franchement. l'avez trouvé parce que c'est retranscrit dans les... Combien il y a de pages dans votre roman? Oui, il est Il y dans... en a 254, je crois, ou 256. ça ressort quand même. Euh, euh, Franchement, en fait, je ne sais pas parce que ce qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est d'arrêter de chercher à bien écrire et à justement de transmettre de vouloir transmettre quelque chose, de me dire, j'ai arrêté d'essayer de faire passer des messages. Je me suis dit, je vais écouter les émotions. Et ce qui n'est pas du tout la même manière d'appréhender l'écriture. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus en bazar. Quand on a échangé pour préparer un petit peu cette rencontre, on avait parlé, on a évoqué le plan. Bah, typiquement, moi, j'ai arrêté ce livre, j'ai pas fait de plan parce que ça me tétanise, ça me bloque. Mais vous Euh, ne pouviez pas avoir de plan étant donné que déjà vous avez changé votre premier plan. voilà, donc Donc déjà, Clémentine, j'avançais de scène en scène en me disant, on va, il s'est passé ça, tel personnage a réagi de telle manière, donc ça m'en dit un peu plus sur son caractère. Et donc, bah, ça me donne une indication sur la suite, puisque a priori, ça se confirme qu'il est vraiment comme ça. Donc, bah, ça va l'amener de manière logique vers telle chose. Donc, en fait, je crois qu'un des trucs qui m'a guidée quand même, et qui rejoint peut-être ce que vous décriviez entre la confession et la fiction, c'est que moi j'aime bien observer les petits riens. Parce que je trouve qu'un petit rien, il y a souvent beaucoup de grandes choses dedans. Et que dans la manière dont selon le regard qu'on pose sur un petit rien, on peut en extrapoler, enfin on peut en tirer énormément de choses très riches. Et qu'en fait, dans ce livre, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aussi été surprise du retour de Calvin Lévy. Moi, j'avais l'impression qu'il se passait rien dedans ah, et il se qu'il passe était, plein de choses. mais qu'il était. Le repas, ne serait-ce que le repas. On a Oui, l'impression, nous, d'être dans la pièce. On a ouais, l'impression d'être là, d'entendre les ouais. couverts, le truc, la pêche à l'écrevisse, on est là. C'est des petits riens, mais vous savez, Ouais. c'est pour ça que je dis que vous savez raconter des histoires, vous décrivez, mais à merveille, les lieux et tous les détails. En fait, il est presque intuitif, votre roman, parce qu'on a les bruits, on a les odeurs, on a tout, quoi. Ben, parce que je pense que parce que je l'ai écrit à l'intuition. Et en ayant l'impression moi, d'être en fait spectatrice, je me suis pas dit c'est moi qui la marionnettiste, pas du tout. Je suis spectatrice d'une scène et j'observe ce qui se passe. Mais vraiment, j'observe, j'entends, je sens, j'écoute ce qui se passe et j'essaye de le raconter le mieux possible et avec suffisamment de détails pour qu'on puisse se projeter dans la scène, mais pas trop, parce que sinon on perd. Pour moi, on surcharge. Enfin, en tout cas, là, dans cette histoire-là, ça surchargeait. Et c'était pas crédible parce qu'à 9 ans, on fait pas attention à. Voilà, il y a plein de détails auxquels on fait pas attention. On ne prête pas attention parce qu'on est dans l'instant présent. Et donc, je crois que c'est mon intuition qui m'a le plus guidée. Et voilà, et cet intérêt pour les petits riens qui disent beaucoup. Et je pense que c'est ça que j'ai cherché en me disant quel petit rien dans cette scène a une portée qui dépasse largement ce qui est en train de se passer là et qui en dit long sur ce qui se joue de manière plus universelle, effectivement, dans les rapports humains ou dans l'époque, ou voilà. Mais ça partait d'un intérêt pour des détails. Alors maintenant que vous avez écrit un livre, est-ce que ça a changé quelque chose, votre regard sur vos lectures? Oui. Sur Euh, le fait que c'était inaccessible, ce que vous avez dit au début. alors, oui et non.
Ça a changé ma manière de lire. Et d'ailleurs, c'est un peu fatigant parce que je pose malgré moi un regard technique sur ce que je lis. Bienvenue au Et club. comment? Bienvenue au club. Parce que les Ouais, bah livres ne oui, lisent pour les pas de livres. la Et même je dis manière tout le que temps, Voilà. je pense au livre en me disant, mais c'est terrible parce que c'est beaucoup plus dur quand on est rentré dans la technicité de l'écriture. Nous, on Euh, lit avec ça, en fait. On lit avec ça. Exactement. Mais j'ai maintenant, alors qu'avant, j'avais pas ça. Maintenant, j'ai un stabilo, des post-it et un marqueur et un crayon de papier sur ma table de nuit. Parce que je lis Attendez, le soir. vous faites partie des gens qui écrivent dans les livres, vous? Qui surlignent dans les Alors, livres? j'aime bien, je Je n'écris pas. compose, là, parce que... Mais non, non, mais j'aime bien surligner parce que, en fait, parfois, je me dis, ouais, cette phrase, elle est vraiment belle. Ou cette image, elle est vraiment chouette. Et j'ai arrêté d'écrire dans des carnets parce que je les perds. Mais donc, maintenant, voilà. Et je le fais pas quand je me dis, je sais pas si ce livre va rester dans ma bibliothèque. Parce que j'ai une très grosse bibliothèque à la maison, mais où, bah, comme à un moment, tout rentre plus, je fais régulièrement du tri. Et régulièrement, je me dis, est-ce que ce livre, j'ai envie de le relire? Est-ce que j'ai envie de le conseiller à quelqu'un? Oui, non. Si c'est oui, ok. Si c'est non, voilà. Mais donc, quand dès le début, je sens qu'un livre, je suis pas sûre qu'il va trouver sa place dans ma bibliothèque, je serais contente de l'avoir lu, mais je serais contente ensuite qu'il continue sa vie ailleurs. Ceux-là, je les surligne pas. Mais ceux, je me dis, ah non, celui-là, vraiment, voilà. Là, j'écris parce que je me dis, bah, un jour, je serais contente de le rouvrir, me dire, ah oui, c'est vrai, à tel moment, parce que je le date aussi, je mets la date de lecture. Ouais. Et je me dis, ah oui, à telle année, à tel mois, cette phrase m'a parlé. Pourquoi? Tiens, c'est intéressant. Mais c'était pas votre question de départ. C'était, oui, est-ce que ça a changé mon rapport à l'inaccessible? Alors oui et non, c'est-à-dire que moi, j'ai réussi à écrire une fois un livre. Ça me semble encore être un peu un miracle. Là, Elle va nous dire qu'elle sait pas si elle va écrire le second, mais moi, j'ai commencé à l'écrire, mais mais oui, il va sortir. avec beaucoup de. Mais c'est bien. Si c'était trop facile, vous Ben auriez voilà. fait une Nobel de littérature, Bon, Clémentine. Arrêtez. donc j'ai commencé à travailler sur le deuxième et là, je m'essore le cerveau avec beaucoup de questionnements. Mais vous voyez, j'ai lu Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa là pendant les fêtes, que je n'avais pas encore lu, que j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai refermé, j'ai pleuré en me disant, j'arriverai jamais à écrire comme ça. Il y a vraiment tellement de bonnes idées dans ce livre. Donc, voilà, Et c'est-à-dire que... vous avez votre écriture qui ira loin parce que, comme encore je vais le redire, vous savez écrire des histoires, les raconter, et surtout vous avez des élans romanesques qui sont terribles. Et Mm, ça s'invente pas, c'est que vous l'avez. Vous avez ben, la langue. Et quand on a la langue, je pense qu'on est capable de tout écrire. Je suis sûre que vous êtes capable d'écrire un polar. Vous dites non, 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 mais si, si. peut-être, mais peut-être, je pense qu'en fait, on m'a beaucoup dit depuis que ce livre est sorti qu'on savait pas trop dans quelle case le ranger. Et quand on me demandait avant qu'il sorte, alors c'est un livre, c'est quoi comme livre? Je dis, bah, c'est un roman. Et je savais pas, et je sais d'ailleurs toujours pas comment je pourrais qualifier mon style, ni dans quelle case ranger ce roman. Ça peut être une histoire d'initiation, voilà, mais j'aurais du mal à trouver un mot codifié. Et en fait, je crois que quelque chose qui peut peut-être me caractériser comme autrice, c'est que j'adore explorer des choses que je ne connais pas. J'ai beaucoup de curiosité, beaucoup de pourquoi. C'est ce qui anime aussi ma manière d'écrire, parce que c'est en me disant, attends, mais pourquoi il se passe ça et pourquoi il fait ça que ça me donne de la matière pour écrire et des choses à raconter. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est quand même un comble. Bon, bah, j'ai perdu mon fil, il reviendra peut-être. Alors, je vais rebondir parce qu'il y a une question qui vient d'arriver. C'est Julien qui la pose. Il dit, il y a des livres qui nous réconcilient avec l'enfance, d'autres qui nous projettent vers l'avenir, d'autres encore qui fouillent les failles et les silences. Où situez-vous le vôtre? Eh ben, un peu au milieu de tout ça, et au carrefour. Euh, je pense que c'est un livre qui, moi, m'a réconcilié avec l'enfance, parce que si on m'avait dit il y a 3 ans que j'aurais écrit un livre porté par une voix d'enfant, j'aurais bien rigolé parce que moi, je me demande toujours quel enfant j'ai été et j'ai toujours l'impression que j'ai un peu loupé mon enfance. Voilà. Donc, ça a été intéressant à titre d'autrice d'explorer la voix de l'enfance pour écrire ce livre. Pour les lecteurs, je dirais que c'est un livre qui... Est-ce que vous voulez bien me redire les deux autres options pour pas me tromper Il dans y les mots? avait qui vous projettent d'autres qui nous projettent vers l'avenir, d'autres encore qui fouillent les failles et les silences. Eh ben pour moi, Un éclat rouge, c'est un mélange des deux. Euh, c'est un, c'est un livre qui explore les failles et les silences parce que je crois qu'on grandit tous dans toutes les familles avec des failles et des non-dits. Certains plus ou moins gros que d'autres. Bon, voilà, en l'occurrence, là, il y a un bon mammouth quand même en termes de non-dits. Et qu'en même temps,
ce qui ressort de ce livre et ce qui va avec l'enfance, c'est qu'il y a quand même un élan vers l'avenir et quelque chose de très joli qui continue et la vie qui continue d'avancer et, et des enfants qui, dans cette histoire en tout cas, eh ben, on regarde enfin, regarde vers sont dans l'instant présent, mais quand même avec un œil qui déjà regarde vers la suite. Et le lecteur, je pense, quand on referme ce livre, il se projette aussi dans la suite de leur parcours. Voilà, donc je dirais à la carrefour, voilà, au carrefour de ces deux thématiques. Alors, il y a Claude, une fidèle de nos rencontres, qui dit quel sera le thème du prochain livre? Resterez-vous dans la même voie? Alors, il y a deux manières d'écrire voix. Et VOIE. voilà, alors VOIE. Je peux encore faire une réponse de normande, pourtant j'ai plutôt des racines bretonnes. Non. J'ai déjà rencontré le héros de ma prochaine histoire qui est un héros, c'est un homme, mais que je prévois de suivre sur une beaucoup plus longue période de sa vie. Alors, ça se passe dans le passé aussi. Ça commence dans le passé, dans les années 20. Il y a un bout pendant la guerre d'Indochine, il y a aussi dans les années 70. Enfin, ça va être... Et est-ce que vous allez échanger en cours de route ou pas? Peut-être. Peut-être que finalement, je vais me dire, ah bah finalement, en fait, là, je vais raconter que ce passage-là. Là, déjà, depuis, ça fait un an que je travaille dessus. Ah, Et déjà, j'ai quand même fait j'ai déjà bifurqué sur deux, trois trucs. Ce qui est certain, c'est que c'est un personnage, on peut dire que d'une certaine manière, je continue d'explorer un personnage qu'on comprend pas très bien, en tout cas au début, qui est un peu un mystère pour tout le n'en monde. dites pas plus, parce que Voilà. Et de toute euh, façon, je ne prendrai pas le risque parce que après, tout oui. peut changer. Mais c'est Alors, voilà ce point de départ-là. Claire, elle, a envoyé une question qui est: publier un premier roman, c'est aussi accepter le regard des autres sur son travail. Comment avez-vous vécu cette exposition? Eh ben, plutôt bien. Plutôt bien, en fait, avec beaucoup de distance. Alors, il faut savoir quand même que depuis 10 ans, je suis freelance et que je suis rédactrice de Oui. contenu. Donc, j'écris pour des entreprises, des agences de communication, etc. Donc, ça fait 10 ans que bah, on me dit j'aime, j'aime pas, et que mon travail, c'est de faire en sorte qu'à la fin, mes clients soient contents. Donc, ça fait 10 ans que j'ai l'habitude d'avoir un regard sur mon écriture, même si ce que j'écris pour mon travail n'a rien à voir avec l'écriture d'un roman. C'est beaucoup moins personnel, évidemment, mais quand même. Et ce livre, pour moi, une fois que j'ai rendu Je le le dernier. remontrer à l'écran là pour qu'on le voit bien Ouais, pendant que tu sinon, continues à parler. voilà, il est là. Ce livre, je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, un peu comme un enfant qu'on accompagne, qu'on éduque et à qui on donne toutes les bases possibles et qu'on pense être les bonnes. Peut-être pas toutes, mais bon, en tout cas, on a fait de son mieux. Je me suis dit, bon, moi, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux et je lui ai donné tout ce que je pouvais. Et puis bah, après, chacun va le recevoir comme il pourra. Et ma psy, puisque je travaille avec une psy depuis 2 ans sur plein de sujets, mais elle s'inquiétait beaucoup de la sortie du livre en me disant, non, mais vous savez qu'il y a des gens qui risquent de pas aimer, ça va être difficile, il faut vous prépariez. Et je dis, non, mais vraiment, chacun le recevra comme il veut, il n'y a pas de problème en fait. Moi, je sais ce que j'ai mis dedans. J'ai quelques personnes dont la vie compte qui m'ont dit qu'elles l'avaient aimé. Pour le reste, j'accepte que bah, on ne peut pas plaire à tout le monde et bah, ça va, c'est OK. Et alors, j'ai la chance que mon livre soit plutôt bien accueilli jusqu'ici. J'ai pas Ça aide. encore. Ça Ça aide. aide beaucoup à bien accepter le regard des autres. Mais voilà, je Mais m'attends ça tout. aide, mais en fait, c'est la qualité. Mm, Donc, comme vous avez tout mis dans le livre, voilà, vous avez fait le mm. job, en fait, j'ai envie de dire, Clémentine. Bah, Donc, peut-être que à c'est nous parce d'être que sûr. j'ai fait le job. Après, il y aura sûrement un jour des gens qui me diront bah, Ouais. oui, non, moi, j'ai pas compris ce qu'on avait trouvé intéressant dans cette histoire. C'est possible, ça pourra peut-être pas. Mais pour moi, ça va. Le plus dur, c'est ce que je trouve dans le travail d'écriture des premiers romans, c'est d'arriver à écrire, à terminer le premier jet. C'est vraiment ce qui est le plus difficile, parce que ça, c'est un vrai défi. Alors, Pierre, elle a une question technique. Elle dit: écrire, c'est parfois faire des choix, couper, Mm. réécrire, abandonner certains passages, certaines phrases. Y a-t-il un passage ou un personnage que vous avez dû sacrifier, bon, bah, vous avez raconté un peu au début, et qui vous hante encore? Est-ce que dans la dernière version, là, il y a quelque chose qui vous... Alors, il faut savoir que j'ai jeté quand même un tiers du manuscrit après que Kalman Levy m'ait dit on adore, on a envie de le publier. Il y avait quand même un petit mais. Mais
on est moins fan de la fin du livre que de tout, que des deux premiers tiers. Effectivement, il y avait un changement de ton, etc. Et même moi, j'en étais pas tout à fait sûre. Et mon éditrice Caroline a mis le doigt dessus avec beaucoup de justesse. Elle m'a dit, mais moi, je trouve qu'on perd l'intériorité de Jeannot. Voilà, c'est dommage. Et je pense qu'il faut peut-être explorer davantage le voyage. La thématique du voyage. J'en dis pas plus, ceux qui liront le livre comprendront pourquoi le voyage a effectivement pris beaucoup d'importance dans la version définitive. Et puis voilà. Et je suis ressortie de son bureau en me disant, et voilà. Donc elle m'a dit, c'est toi qui vois ce que tu veux couper, pas couper. Et j'ai fait le choix de jeter à la poubelle toute la fin du livre et de repartir en tout cas d'un passage bien précis. Euh, et de me dire, à partir de là, je refais tout. Et il y a un personnage que j'aimais vraiment beaucoup quand même dans la première partie, qui était un personnage de travesti parisien, voilà, prostitué. Qui jouait un rôle à un moment dans l'histoire. Et lui, je l'aimais vraiment bien. Il était sympa. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre sur son histoire à lui, parce que fou, on sentait qu'il y avait du bagage. Et donc lui, je me suis dit, oui, sauf que lui, là, je peux plus le garder, je peux pas le garder. Donc je lui ai gardé une toute petite place dans l'histoire, mais vraiment toute petite, hein, c'est un clin d'œil. Ceux qui liront le livre, voilà, quand vous verrez une paire de très grandes chaussures, vous saurez que c'est de ce personnage-là dont il s'agit. Donc voilà, lui, j'ai quand même voulu lui retrouver une petite place. Mais sinon, écrire, je crois que j'ai jeté plus de choses que je n'ai écrites. Enfin, dans ce qui reste. Et ça fait partie du travail d'écriture. Et pour y arriver, parce que c'est dur hein, de jeter des trucs quand on a travaillé une scène, quand s'est donné du mal, qu'on a transpiré pour trouver le bon mot juste. Bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un fichier qui s'appelle Chutier, où je ne jette pas. Je, je coupe et colle en me disant comme ça, si je veux aller rechercher quelque chose, c'est pas perdu. Et je l'ai fait effectivement, il y a eu un ou deux bouts de phrases que j'ai été rechercher, mais bon, globalement, ce qui avait été jeté, en fait, il n'y en avait pas besoin dans l'histoire. Mais pareil, ça fait partie du processus d'écriture de se dire que c'est un... Enfin, en fait, c'est quand même très rare qu'on écrive un truc génial du premier coup. Qu'on évolue dans son rapport à son histoire au fur et à mesure. Et donc, jeter fait partie le renoncement fait partie de l'écriture. Si on n'arrive pas à renoncer, je pense qu'on va avoir du mal à donner toute l'envergure que l'histoire mérite. Parce qu'il y a plein de questions qui surgissent et qui forcément on oblige à faire des choix. Et voilà, donc il y a des moments où il y en a des plus difficiles que d'autres. Mais ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme processus. Parce qu'en fait, quand on sent va dans la bonne direction, c'est tellement satisfaisant de se dire, mais oui, évidemment, en fait, qu'il fallait faire ça. Mais voilà, parfois, c'est pas évident tout de suite de comment on va le faire. Alors Elodie, ce sera la dernière question. Elle dit, on dit souvent qu'un premier roman est un laboratoire, un espace où se cristallisent toutes les influences, toutes les obsessions, toutes les lectures fondatrices. Quels sont les textes, les auteurs, les œuvres qui ont nourri votre écriture? Ah bah alors là, on peut en parler pendant 4 heures. Deux noms. Je veux juste deux noms. Deux noms Euh, d'auteurs qui vous ont marqué. qui m'ont marqué, voyez, Ouais. Henri Troyat, que j'ai énormément lu quand j'étais Il enfant. vient beaucoup chez les primo-romanciers, les Troyes. C'est dingue, hein? Ouais, bah, parce qu'en fait, il a une plume tellement complète et il a exploré tellement de registres dans son œuvre, du roman historique à la saga familiale, au roman intimiste. Enfin, vraiment, parce qu'il en a publié je ne sais pas combien, mais je ne les ai pas tous lus d'ailleurs, mais voilà, donc, et toujours avec des personnages que je trouvais très justes. Pas toujours sympas, j'ai pas toujours aimé, mais des personnages dans lesquels on arrive auxquels on s'attache. Donc Henri Troyat, que j'ai beaucoup lu, relu et re-relu, et qui a façonné beaucoup de mon imaginaire romanesque, je pense. Et Stendhal, voilà, c'est le premier nom qui me vient, que j'ai découvert en fac de lettres avec la Chartreuse de Parme, que j'ai lu, relu, re-relu, re-relu. Je pense qu'à une époque, je pouvais citer des passages par cœur et que j'avais adoré parce que bah, dans la Chartreuse de Parme, il y a une foule de destins qui s'entrecroisent. C'est quand même c'est touffu. Il y a des grandes histoires et des petites histoires, tout ça se mélange. Et j'avais trouvé ça. C'est un livre qui m'avait marqué, que j'ai pas relu depuis longtemps, mais qui, je pense, je me suis dit, ah bah, écrire un sacré roman, c'est ça. Parce que, waouh, enfin, quelle puissance du début à la fin. Parce qu'il est gros, et on ne s'ennuie pas, en fait, dans ce livre. Et je m'étais dit, waouh, quelle sacrée prouesse. Voilà, donc si je devais garder que deux noms, enfin, il y en aurait 10 autres là qui me viennent, qui disaient, bah non, attends, et moi, mais bon.
Hein, je Euh, vous taquine parce que comme vous avez du mal à faire des choix, ouais. c'est pour ça. Pourtant, moi, je suis balance aussi, hein, Clémentine, arrête. Ouais, Les balances ouais. arrivent à faire des choix parce que moi, en 30 secondes, je vous fais un choix. Donc, justement, j'aimerais bien que vous me fassiez un conseil de lecture. Ouais, alors vous m'avez empêché de dormir avec Et cette oui, il pensée. paraît, ça vous avez Euh, une pression de Ça m'a dingue. mis une En pression général, de dingue. on a une pression sur qu'est-ce qu'elle va me poser comme question, ça va me coincer, machin. Non, là, c'est juste le choix d'un livre. Ouais, juste me dire, mais lequel choisir dans tout cela? Alors, j'ai beaucoup réfléchi et donc j'ai réfléchi en me disant quels sont les 10 livres qui t'ont le plus marqué dans les 15 dernières années. Et donc, j'ai choisi celui-là. Et c'est à l'envers ou c'est à l'endroit? On voit pas bien. Non, c'est à l'endroit, La Servante C'est à écarlate. l'endroit. La Servante écarlate de Margaret Atwood, un livre qui est paru au début des années 80. Alors, je n'ai pas vu la série. Il y a une série à succès qui est sortie depuis. Moi, j'ai pas voulu la voir parce que ce livre m'a tellement marqué que je voulais pas, voilà, je voulais pas gâcher dans ma tête tout ce que j'avais construit autour de ce livre. Je ne peux qu'en recommander la lecture parce que c'est une dystopie qui évoque un monde qui a sombré dans une forme de fanatisme religieux où les femmes sont asservies. C'est une dictature. Et il y a qui résonne, je trouve, extrêmement fort avec beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui, mais depuis plusieurs années, parce que je l'ai lu il y a 15 ans, et déjà il y a 15 ans, je me suis dit, waouh, fou, la vache, ça me parle, parce que ça parle aussi de la société de surconsommation, enfin, beaucoup de thématiques en fait qui se croisent. C'était visionnaire à l'époque quand elle l'a publié. Enfin, elle était très en avance sur son temps, elle avait déjà senti venir beaucoup de choses. Et là j'ai relu avant cette rencontre et je me suis repris la même claque en me disant, sauf que bah, là aujourd'hui, beaucoup de choses qu'elle décrit dans le livre se passent ou sont en train de se mettre en place. Et il y a notamment un moment où elle parle elle dit, est-ce que si je peux lire une petite phrase que j'ai Bien sûr, surlignée, justement, bien sûr. qui pour moi résume voilà, l'écho que je sens aujourd'hui. Donc elle parle de la mise en place de cette dictature qui s'est créée. Et elle dit, voilà, rien ne change instantanément. Dans une baignoire qui se réchaufferait progressivement, on mourrait bouilli avant de s'en rendre compte. Je trouve que cette phrase, enfin ces deux phrases, racontent assez bien ce qui est en train de se passer dans notre époque. Voilà. Et alors c'est pas un livre hyper gai, mais c'est quand même un livre où il y a de l'espoir parce qu'il y a du combat qui se met en place. C'est très bien écrit. Margaret Atwood a une plume merveilleuse, très concise, très précise, etc. Où chaque détail compte. Voilà, donc si vous ne l'avez pas lu ou si vous avez vu la série, que vous avez de la curiosité pour l'œuvre qui a mené à cette très bonne série, franchement, c'est un livre à lire. Donc, ce qui veut dire que vous n'allez jamais voir les films qui ont été adaptés de livres? J'ai du mal. Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, que j'ai beaucoup aimé le livre. J'ai pas été voir le film. J'ai adoré la saga des Harry Potter. J'ai Je vais aller regardé. voir Monte Cristo, parce que Monte Cristo, Non. Ah non. alors, Et non, parce eh que bien, j'ai vu les allez. Trois Mousquetaires et ça m'a Non, beaucoup non, touchée. alors, ça n'a rien à voir. Et justement, dans Monte Cristo, il est très fidèle au livre et à la noirceur. D'accord. Ah. Parce que. Et, Pierre Ok. Niney, vraiment, alors c'est ce qu'on lui a reproché, hein, que ce soit Mm. très sombre, mais il est très Cette histoire réaliste. est très sombre. Et moi, je suis allée le relire parce que du coup, je me souvenais plus de la fin. Alors, la fin a un peu Mm. changé dans le film, c'est juste ça. Mais honnêtement, c'est très fidèle. Ah, bon, bah alors peut-être que celui-là, je vais le voir. Parce que j'ai vu les Trois Mousquetaires, parce que j'adore, je relis régulièrement les Et Trois Mousquetaires, que complètement, j'adore. oui, je suis d'accord avec vous, il y a il y a un loupé Et là-dessus. j'avoue que là, sur les Trois Mousquetaires, j'étais crispée sur mon siège en me disant, mais non, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du Non, tout mais ça surtout l'histoire. ils ont fait un condensé dans le 2, Ouais. dans Milady. Ils ont fait Mm. un condensé de 20 ans après. Voilà, ils ont fait. Oui, puis Presque, en ils ont fait. pris beaucoup de liberté avec l'histoire originale. Et Qui bon, servait voilà. à rien, en fait, finalement, qui ne servait pas à grand-chose. Ça, le film est bien, mais c'est juste que quand on a lu le livre, moi, je me Alors suis que dit, Monte Cristo, honnêtement, oui. Bah, c'est un autre livre que très fidèle. Très c'est un fidèle. autre livre que je relis régulièrement, que j'aurais pu citer dans ceux qui m'ont marqué, parce qu'il est d'une profondeur aussi. Il y a plein de niveaux. Je redécouvre des choses à chaque fois que je le lis. Et Alexandre Dumas a quand même une plume incroyablement moderne, je trouve. Euh, et donc, c'est un vrai bonheur de le. Voilà. Donc, si vous n'avez pas lu Le Comte de Monte-Cristo et que vous avez aimé le film, lisez le livre. C'est une merveille. Ou alors, faites comme souvent on me disait, est-ce que vous avez le livre du film? Mm. Donc, c'est pas mal. Finalement, ça sert à ça aussi. Oui, Ça sert ça. à rééditer des livres en poche avec les couvertures des films. Et du coup, Oui, ça c'est vrai. les jeunes Mm. viennent demander le livre du film. En tout cas, moi, mon conseil de lecture, il est là. Il s'appelle On n'a pas parlé du titre. C'est vous qui l'avez choisi, le titre, Un éclat rouge? On l'a choisi ensemble avec Caroline, mon éditrice, après moult réflexions et voilà, et on a toutes les deux eu un peu en même temps bah, un éclat sur un éclat rouge. En disant, ça marche bien. On s'est laissé une semaine pour se dire, on se rappelle dans une semaine pour se dire, et une semaine après on se dit, oui, c'est le bon.
Ça marche pour Et plein de choses. pourquoi c'est un cerisier, c'est quoi? Je me suis posé la question. C'est un arbre fruitier, je ne sais pas, ça c'est pas moi qui l'ai choisi, enfin j'ai dit que je trouvais prioritairement, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est un arbre fruitier dont on ne sait pas bien si le fruit est flétri ou est ou en train de mûrir. Mais ça, ce qui va bien avec l'histoire aussi. Parfait. Ça ressemble à une cerise, effectivement, mais j'ai pas posé la question, j'ai oublié ce pourquoi, enfin cette question à la graphiste qui a travaillé sur la couverture, je lui demanderai. Donc, allez en librairie. Il est encore sur l'état des bonnes Oui, librairies. oui, oui, on le trouve Il est encore. sorti en octobre, mais il est Mm. encore là. En plus, on le voit de loin, hein, parce que avec ce Mm. turquoise. Ouais, moi je dis Ouais, turquoise. c'est un turquoise, ouais. On a mis un lien, si vous, là, comme les librairies sont presque fermées, un lien sur notre site. Si vous avez une pulsion d'achat, vous pouvez aller cliquer et vous serez redirigé vers une librairie indépendante. Donc ça aussi, c'est important. Il faut aller dans les librairies acheter Oui, des livres. Allez voir votre libraire, allez faire un conseil de livre. Et même, allez demander s'il l'a pas. Pitchez-lui le livre, dites-lui que vous l'avez vu, vous avez écouté l'auteur et que ça vous a donné envie de lire. Parce que parfois, écouter des auteurs, ça donne envie de lire encore plus leurs livres. Et ça, alors, il y en a, c'est l'inverse, hein. Quand ils ont le trac, ils savent pas parler, il vaut mieux les lire. Mais ce soir, c'était bien, Clémentine, de vous avoir. En tout cas, moi, j'étais ravie. De temps en temps, je donne des cartes blanches. On me laisse des cartes blanches. Et moi, j'avais très envie de vous inviter parce que je trouve que les premiers romans, c'est toujours bien parce que justement, vous n'avez pas peur. Donc, vous y allez. Là, vous y êtes allé avec une scène, une amorce, et j'espère que, amis lecteurs, si vraiment vous êtes de mon avis, envoyez-moi un mail pour me parler de la première page, parce que ça, c'est une première page choc qui donne envie de tourner les pages, et puis on a envie de savoir. Donc voilà, en tout cas, un grand merci, Clémentine, bah, d'avoir merci à vous, été Nathalie. ce soir. J'espère que je ne vous ai pas posé des questions qui vous ont trop dérangé. Non, au contraire, non, non, moi je suis toujours ravie de parler du livre. Enfin voilà, c'est une sorte de, parce que Jeannot est toujours là, on discute encore pas mal tous les deux, Ouais, j'imagine. donc je suis très heureuse de continuer voilà, à partager enfin, autour de cette histoire. Donc merci de m'avoir invité ce soir. C'était avec grand plaisir. Demain, nous, on se retrouvera, on va changer d'époque. Alors là, on était dans les années 50. Demain, on va partir à Rome, dans l'Antiquité, puisqu'il va être question des Médicis et des Farnèse. Et je recevrai Clélia Renucci, qui a sorti son livre Le Pavillon des oiseaux au livre de poche. Je crois qu'il est sorti aujourd'hui, donc on la recevra demain. Et là, on partira encore dans une autre époque. Donc ça nous change. En tout cas, belle vie encore à un éclat rouge. Et puis, donc c'est chez Calman Levy. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. En présentiel, j'ai envie de dire. En tout Oui, cas, je vous souhaite une belle soirée. merci, très belle soirée à vous aussi, et puis à ceux qui nous regardent encore.